Développez vos connaissances en regardant votre magazine avec WinDev, logiciel professionnel de développement. Zemmour et Nolot, le retour. L'un a publié La Voix, l'autre donne volontiers de la voix. Tous deux ont compris qu'à débattre sans péril, on dialogue sans gloire. Leur livre d'entretien s'intitule justement Au péril des idées. Nous accueillons Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Au péril des idées, c'est aux presses du Châtelet. Alors c'est un livre à part, non seulement par votre personnalité, mais parce que dans ce livre, vous vous inscrivez dans le temps long. On a plutôt l'habitude des intellectuels médiatiques qui interviennent sur les sujets très brûlants, d'actualité. Voilà, c'est un peu au coup par coup. Là, vous prenez beaucoup de hauteur, de surplomb. Est-ce que Tariq Ramadan, vous pensez que c'est ça le véritable rôle de l'intellectuel, en fait, d'être plus dans la spéculation que dans la réaction immédiate? Non, il y a les deux. Il y a les deux, c'est vrai. Je pense là, je parle plutôt de la première partie. Voilà, la première partie, je pense que nous devons faire ce travail-là. Ce qui manque aujourd'hui au débat intellectuel, transversalement, je dirais dans tous les pays du monde et en France en particulier, c'est la prise de temps, le temps de la réflexion. Edgar Morin a une mémoire phénoménale, il apporte des éléments qui, comprenant le passé, nous permettent de mieux aborder les questions du présent. Donc il faut ce temps-là et je pense que c'est une nécessité. Ça manque au débat aujourd'hui et puis de temps en temps, nous avons à le faire, réagir aux événements et aux réalités contemporaines. Il faut faire les deux. Edgar Morin, vous êtes sur cette ligne. L'intellectuel doit prendre un peu de recul. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, les intellectuels, dans un monde qui est livré aux spécialistes, ou bien au calcul, doivent penser, essayer de traiter les problèmes fondamentaux et globaux de notre temps. Ce qui du reste est très difficile et ils peuvent se tromper. Alors je pense que le rôle est dans ce livre, effectivement, on aborde des questions d'actualité, mais en même temps, on essaye de les inscrire dans une réflexion et dans une pensée. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une crise de la réflexion, une crise de la pensée. Les experts voient des morceaux de la réalité qui n'arrivent pas à coller et les journalistes sont pris dans l'immédiat. Et voilà donc, je ne dis pas qu'on a réussi, mais je dis que c'est ça, pour moi, la fonction importante des intellectuels. Le malheur, s'ils ne sont pas tous à la hauteur de cette fonction. Alors, question subsidiaire avant de lâcher Zemmour sur le livre. Vous savez déjà ce qu'il en pense, il doit consacrer un article. Absolument. Quel effet ça vous a fait d'avoir dialogué avec le diable, monsieur Morin? Parce que vous savez, pour beaucoup, Tariq Ramadan, ici, assis à côté de vous, est le diable, alors. D'abord, pour moi, je ne connais pas de diable, véritablement. Et que même... Ouais, le diable est en nous. Et que le diable est en nous. Vous savez, il y a une conception, n'est-ce pas, qui fait que Satan, quand même, il a un bon côté. Ce côté négatif, n'est-ce pas, d'ailleurs, dans la pièce La tragédie de l'homme de l'auteur hongrois Mardach, Dieu à la fin dit « Satan, Satan, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta négativité, de ta critique. » Alors, premièrement. Ensuite, oui, parce qu'il attend une défense plus enthousiaste. Il est déçu. Pour moi, c'était quelqu'un dont je connaissais toutes les critiques, double langage, double pensée, etc. Mais surtout, je pensais qu'il était représenté un courant religieux, je dirais, non pas intégriste, mais disons assez strict. Et moi, je me disais, c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui est coriace, parce que moi-même, je suis parfois un peu coriace. Et donc, j'ai pas trouvé un coriace, ni même un curiace dans ce débat. Et très rapidement, nous avons fraternisé, ce qui a beaucoup étonné Éric Zemmour. Non, ça m'a pas étonné, ça m'a déçu. Parce que, oui, je vais vous dire, parce qu'en fait, le titre, vous auriez dû changer le titre. C'est pas au péril des idées, c'est au confort de la conversation peinard entre amis. Vous êtes d'accord sur tout. Non mais c'est un vrai problème du livre. Autant j'étais d'accord avec vous quand vous dites, et M. Ramadan dit la même chose, il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de globaliser les problèmes, parce qu'on règne des experts et des spécialistes. Là, je vous approuve 1000 fois, mais sur le fond, vous êtes d'accord sur tout. Donc il y a une grande déception. Et j'essayais de comprendre, puisque j'ai fait ce papier-là, donc vous voyez, j'étais à découvert, si j'ose dire, avant de vous recevoir. J'essayais de comprendre pourquoi vous étiez d'accord sur tout. Et c'est ça que j'ai essayé de découvrir ça. Et en fait, je crois avoir compris. C'est que ça part de vous, en fait, Monsieur Morin. C'est que
comment vous dire, il ne peut pas y avoir de contradiction à partir du moment où vous n'avez plus d'identité. C'est-à-dire qu'à force de dire être français, ce n'est qu'un adjectif, l'universalisme, qui n'existe plus d'étrangers, à force de dire ça, à force de dire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus qu'un monde comme ça, une planète avec des gens qui s'agitent dessus, et qu'il n'y a plus d'identité, qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. Et donc, Monsieur Ramadan rentrait comme dans du beurre là-dedans, c'est que c'était facile pour lui, évidemment, mais oui. Mais vous êtes très paradoxal, allez-y. Parce que, tout d'abord, moi j'ai jamais dit qu'il n'y a plus de nation. Moi je crois à la réalité de la nation. Écoute-moi. Moi je n'ai jamais dit que tout le monde est anonyme. Au contraire, dans mes autres œuvres que peut-être vous n'avez pas lues, mon livre par exemple qui s'appelle La Voix, je pense que c'est très... Et que non seulement la mondialisation, plus elle s'avance, plus on doit respecter les singularités, les territoires. Je pense que... Non, vous dites quand même... Vous donnez une image, vous n'avez pas compris. Ah, ça y est, j'ai pas compris. Non, vous mais je vais vous dites dire... comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers. Attendez, je vous cite. Comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers, c'est pour moi le fondement de tout humanisme régénéré. Pour moi, ça veut dire la mort de la nation. S'il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de nation. Mais non, mais vous arrivez à des déductions trop hâtives. Dans le fond, Montaigne, représentant typique de la culture française, il a dit, pour moi, tout être humain est un compatriote. Est-ce que vous allez dire à Montaigne, vous êtes un défini... Non, écoutez. Non. Mais il n'était pas dans la mondialisation, Montaigne. Il était dans la Montaigne était un descendant de famille juive convertie. Qu'on prend pour un typique... Tariq Ramadan, parce qu'il y avait une question pour les deux. Mais attendez. Oui, non, ce que je veux dire... C'est très difficile, mon métier. Un mot, parce que vous avez mis en cause le titre « L'Opéry des idées », vous avez raison. Bah oui. Alors, c'est vrai que l'éditeur a voulu ce titre, moi j'y croyais pas tellement. Merci. Mais, dans un deuxième temps, je sais que défendre des idées, c'est toujours périlleux. Certes. Et moi, même pour ce livre, à propos de ce livre, j'ai reçu quelques insultes de la part de qui vous savez. Donc, je quand même... Et puis alors, j'ai pris un certain danger, puisque j'étais soi-disant honorable et que lui est un diable, j'ai pris un certain danger à m'exposer dans ça. Donc, il y a un petit péril. Il ne faut pas exagérer. Réponse de M. Ramadan. Trois points très rapides. Le premier, sur le titre, Au péril des idées. La question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou pas. Le fait que nous soyons d'accord, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve pas. Non, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu, le péril des idées, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Et ce sur quoi nous sommes d'accord, effectivement, ce sont des idées qui sont pas dans l'air du temps et qui provoquent d'ailleurs votre réaction, qui sont plus dans l'air du temps, malheureusement. Malheureusement. Je vais venir. Mais par exemple, pour illustrer votre propos. Non, simplement ce qui vient d'être dit. Mais je vais y venir de toute façon. Non, laissez-moi terminer. Allez-y, je vous en prie. Premier élément, c'est que nous sommes d'accord sur un certain nombre de thèses. Sur la question de la France, sur la question du fait, justement, de pouvoir dire, avant même que l'on construise une idée de la nation qui soit fermée, reconnaissons la communauté de notre humanité. C'est ça que veut dire. C'est une évidence. Non. Mais c'est dans la Bible, tous les gens viennent d'Adam. Voilà, non, une fois qu'on a parlé de ça. Je ne vous parle pas de cette évidence-là. Je vous parle du fait que votre propos sur la nation française est un propos qui est exclusiviste. Vous êtes dans le rejet. On va en parler, je vous attends, ne vous inquiétez pas. Non, moi aussi. Allez-y, je vous en prie. Mais vous m'avez déjà trouvé, ne m'attendez pas. Donc en l'occurrence, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui concerne ce que vous avez mis en évidence par rapport à le double problème que vous avez. Vous avez un double problème, c'est d'abord la compréhension que vous avez de la France et comment vous imaginez, vous, la nation. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que vous monopolisez une idée de la France que vous pensez être la seule qui soit possible. Et attendez, laissez-moi terminer. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, la France, ça n'est pas votre traduction seulement. C'est une France aujourd'hui qui est plurielle au niveau des mémoires, diverse au niveau des identités et qui doit être celle qui permet la coexistence. Ça, c'est un. Et l'autre problème que vous avez, donc vous voyez, vous avez un double problème, là, en l'occurrence, c'est la compréhension de l'islam. Et vous avez... Non, je ne vous psychanalyse pas, je vous déconstruis, ce qui est encore pire. Et en l'occurrence ici, c'est l'idée que vous avez de l'islam, ou l'idée, à partir du moment où on est musulman, on a un problème avec la France. C'est vous qui avez un problème avec les deux. Monsieur Ramadan, Nolo a raison, vous pouvez prendre ma place, parce que c'est exactement les deux thèmes que je comptais aborder avec vous. Donc le premier, vous dites à un moment,
vous, lorsqu'on vient me dire, oui, vous, les occidentaux musulmans, il faudrait que vous vous intégriez enfin, je réponds, ça suffit, je suis chez moi, je n'ai pas à être intégré. On a compris que vous parliez, vous, pour la Suisse, et que vous parliez pour en Occident en général. Sauf que, c'est vous, je trouve, qui avez un problème. Et je vais vous expliquer très bien. Normalement, une nation, c'est pour ça que je m'en suis d'abord pris à Monsieur Morin, parce que je pense qu'une nation... Non, attendez. Normalement, il y a une nation, ça veut dire qu'il y a une solidarité nationale, et qu'on se sent solidaire, et que ça ne veut pas dire qu'on déteste les étrangers, qu'on leur fait la guerre. Ça veut dire que on n'a pas la même solidarité avec les nationaux qu'avec les étrangers. Et que les nationaux, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, pardonnez-moi, la France, c'est un pays qui a reposé sur l'assimilation. C'est-à-dire que on devenait le même. À partir du moment où il y a un autre qui est sur notre sol, qui est un étranger, il a le droit d'être l'autre et de rester l'autre, seulement il n'a pas le droit de demander les mêmes droits que le même. C'est exactement ce que vous faites. Vous nous dites, moi je veux rester l'autre, vous comprenez, j'ai une culture brillante, 1000 ans derrière moi, je veux rester l'autre. Je ne veux pas m'assimiler. Oui, c'est ce que vous dites. Quand vous dites on n'a pas à s'intégrer. C'est une lecture zémorienne de choses que je n'ai jamais dites. Pas du tout. Quand vous dites je n'ai pas à m'intégrer. Vous avez une capacité de lire avec votre esprit des choses qui n'ont jamais été dites. C'est normal, c'était pour ça. Monsieur Ramadan. Attendez. Alors écrivez un livre sous mon nom. Non. Quand vous dites, je réponds, ça suffit, il faudrait que vous vous intégriez, je suis là. Vous n'êtes pas, ça ne suffit pas. Non, vous ne pouvez pas être à la fois l'autre et le même. Mais non, c'est pas. Je suis désolé, c'est un problème fondamental. Je rappelle que les invités sont là. Bah oui, en l'occurrence, il n'y a jamais dans mon discours une question de l'autre qui est le même. Mais non, mais laissez-moi terminer. Bah non, mais parce que c'est faux. Ah, vous savez mieux que moi ce que je pense. Moi, je vous lis. Non, vous me dites que je n'ai jamais dit. Monsieur Morin. En l'occurrence, laissez-moi terminer. La première des choses, c'est que quand je dis je suis déjà intégré, je suis déjà chez moi. Qu'est-ce que je dis? Je dis que la citoyenneté, elle est acquise, le respect de la loi commune est acquis, et que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on applique, par exemple, la laïcité pour tous de façon égalitaire. Et que sur le plan, laissez-moi terminer, sur le plan du travail, sur le plan de voilà ce que je veux dire, et qu'aujourd'hui, l'histoire commune de la France, c'est des mémoires plurielles qu'il va falloir reconnaître. Oui, vous ne pouvez plus. Non, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que vous faites en fait un blocage sur la mémoire de Français qui sont Français autant que vous, qui sont juste immigrés de moins longue date parce que vous êtes aussi immigrés et qui ont intégré à la mémoire française, la mémoire de l'Algérie, du Maroc et autres. Et ça fait partie de la France. Ça c'est un. Donc il n'y a pas d'autre. Ça c'est la France. C'est vous qui décrivez l'autre parce que vous avez réduit la France. Deuxième élément. J'ai pas terminé. Deuxième élément qui me paraît aussi déterminant ici, c'est que quand je dis arrêtez de me dire systématiquement intégrez-vous, regardez ce qui est en train de se passer. Intégrez-vous, je vous dis assimiler. Non, mais assimiler c'est quoi? Assimiler c'est que je fasse quoi? Je vais vous donner un exemple. Que je ne pratique plus ma religion? Pas du tout. Ou que je change mon prénom? Pas du tout. Vous aimeriez que je m'appelle Eric avec la tête que j'ai? Absolument, par exemple. Mais moi aussi j'ai une tête. Mais ça c'est un argument bidon, monsieur Ramadan. Non. Moi aussi, j'ai la même tête que vous. Non, concrètement. Monsieur Ramadan, je vais vous donner un exemple concrètement. Sur le marché de l'emploi, des jeunes. Et ben justement. S'il s'appelait François au lieu de Mohamed, il serait plus en. Je vais vous dire une chose. Que ça vous plaise. Concrètement, ils envoient leur CV. Ils arrivent, ils n'ont pas d'accent. Même ils sont au téléphone. Quand on voit même pas leur prénom, leur faciès, ça marche pas. Et vous le savez très bien. Je veux la réponse d'Edgar C'est faux, monsieur Ramadan, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le même faciès que vous, on les sémites tous les deux. Je suis désolé. À vous dire que je reprends la formule de Jaurès disant un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme et beaucoup d'internationalisme rapproche du patriotisme. Et Jaurès disait la nation est le seul bien des pauvres. Citoyen du monde ne m'empêche pas d'être profondément citoyen français. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes ascendances qui sont juives, qui sont espagnoles, qui sont italiennes, mais je suis fondamentalement français, mais j'ai plusieurs facettes dans mon identité. Alors, c'est vrai que la solidarité nationale, mais ça j'ai jamais nié, parce que vous avez caricaturé mon propos. Heureusement que j'ai mes œuvres pour moi. Alors, maintenant, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une solidarité, mais nous sommes entrés dans une époque de solidarité de tout le genre humain, nous vivons les mêmes périls, les mêmes problèmes, et ce côté dont il faut rendre compte. Alors, voilà un petit peu, il faut être européen, il faut être citoyen du monde, et moi
je pense que c'est ça, mais je pense que même l'Europe est une province de la planète, que la France est une province de l'Europe, mais je ne nie pas du tout ni l'État national, ni la réalité, ni la culture française. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que la France s'est constituée comme nation, elle était multiculturelle. Non. Parce qu'il y avait les Flamands, il y avait les Alsaciens, il y avait des gens des peuples qui ne parlaient pas la même langue, mais qui étaient très différents. Attendez, ils ont été francisés en cours de l'histoire. Ils ont été francisés sur 1000 ans, bah oui. Elle est une et multiculturelle. Non, elle est dans la multi-ethnique, elle est pas constitution multiculturelle. du Maroc, par exemple, le Maroc est multiculturel parce qu'il y a les Berbères, il y a les Français, ça il y c'est a les autres. multi-ethnique, vous confondez multiculturel et du multi-ethnique. Brésil. Mais la ça n'a rien à France, voir. Écoutez, il faut comprendre que l'unité va de pair avec la diversité. Eric, on avance. C'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Messieurs, contrairement à ce que dit Zemmour, vous avez des points de désaccord. Moi, j'en ai relevé au moins, et pas des moindres. Non, mais sur la laïcité, vous ne dites pas exactement la même chose sur la laïcité. Vous tenez, Tariq Ramadan, à distinguer entre laïcité et laïcisme, et Edgar Morin n'est pas tout à fait sur la même ligne. Alors d'abord, votre définition de la laïcité. Non, oui et non, parce qu'au départ, il a exposé la laïcité, et moi, ce que j'ai mis en évidence, c'est que ce que j'aimerais, ce qu'est la laïcité du point de vue historique et du point de vue légal, c'est l'application égalitaire sans qu'une religion s'impose à l'État, et la gestion égalitaire de tous les cultes. Et ça, je le veux. Je demande à la France de l'appliquer. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que, eu égard pas simplement à cause de l'islam, à cause de la relation de l'État avec le catholicisme, à cause en l'occurrence de toute la relation qu'il y a même avec le colonialisme, c'est-à-dire cette confusion qu'il y a aujourd'hui entre l'origine arabe ou africaine et l'islam. Et ça, il faut complètement l'opposer. Edgar Morin le dit très très bien, je suis d'accord avec lui sur ce point-là, c'est d'abord des personnes, des individus, donc il ne faut pas les réduire à leur religion. Et on en est arrivé aujourd'hui sur la question de la laïcité, chez certains intellectuels, à confondre le cadre qui devait permettre le pluriel à un cadre stigmatisant qui stigmatise la religion musulmane et qui, pas seulement la religion musulmane, qui voudrait que la laïcité soit finalement une laïcité de combat qui ne veuille plus le religieux, comme si le religieux devait disparaître. Je suis pour la visibilité de tous et non pas la disparition de tous, mais dans un cadre pluriel. Et ce que je veux à l'école, ce que je veux à l'école, et on en a parlé de cela aussi dans le livre, c'est l'enseignement du fait religieux. Il est important, pourquoi? Parce que quand vous vivez en France aujourd'hui, vous rencontrez des hindous, des bouddhistes, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, des agnostiques, et vous leur dites vous êtes libres. On est libre que quand on a la connaissance de la diversité, et faire que cette pluralité se soit dans l'ignorance, ça crée exactement ce que crée Zemmour par son discours, des conflits. Vous avez plus un problème en fait avec votre idée de la France qu'avec... Il va vous répondre, mais d'abord Edgar Morin. Écoutez, sur cette question de la laïcité. La laïcité, pour moi, elle est fille de la pensée critique et interrogative de la Renaissance, fille des Lumières. Et si vous voulez, la laïcité n'a pu s'imposer qu'en refoulant le pouvoir hégémonique, le pouvoir inquisitorial, le pouvoir prohibitif de la religion. En ce qui concerne la France, c'était le catholicisme. La laïcité, c'est d'abord une conquête de la liberté. Ça, c'est un point principal. Maintenant, je dis que dans la laïcité française, elle a besoin de se ressourcer à sa source interrogative et critique. Pourquoi? Parce que les instituteurs du début du XXe siècle croyaient que la raison, la démocratie, le progrès allaient ensemble par une loi inéluctable de l'histoire. Ils se rendaient pas compte qu'il y avait des maladies de la raison, que la démocratie était fragile, etc., que le progrès n'était pas une loi de l'histoire. Donc il faut régénérer la laïcité. Et en ce qui concerne l'enseignement, comme depuis la préhistoire, il y a des religions, et dans toutes les sociétés, même les plus techniques, il y a des religions, le fait religieux est un fait anthropologique qui nous intéresse sur la société et l'humanité. Voilà ma laïcité. Très bien. Monsieur Morin, quand vous faites l'historique de la laïcité, la Renaissance, les Lumières, je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous oubliez simplement que, en fait, elle naît dans le christianisme, dans la phrase de Jésus, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, dans l'histoire du Moyen-Âge européen, qui est le conflit entre le pape et le roi, avec ces deux pouvoirs, dans même la naissance du christianisme, qui fait que dans 3 ou 4 siècles, elle ne s'est pas identifiée au pouvoir, puisqu'elle était
dissidente par rapport à l'Empire romain, toutes ces choses-là que n'ont absolument pas connues l'islam, qui a toujours confondu le pouvoir temporel avec le pouvoir religieux, qui n'a jamais connu cette séparation des deux pouvoirs, jamais, et qui en plus a fait une société complètement régie par le Coran, une société religieuse, et qui, je dirais, quand vous dites tout à l'heure, vous dites « je veux la visibilité de tous », ça prouve que vous n'avez rien compris à la laïcité. La laïcité, c'est justement... La disparition de tous. Exactement. Dans le privé. Ça veut dire que... Oui, ça veut donc dire que là... Vous voulez plus d'églises, de synagogues, non, de pas du visites. tout. Pas du tout, monsieur Ramadan. C'est ça, l'invisible, c'est ça. Non, pas du tout. Alors, Ça veut dire... Vous êtes dans la ligne de l'UDC suisse qui dit enlever ce minaret que je ne vois pas. Absolument. Ah ouais, vous êtes pas quand même le dire que vous étiez très proche de l'extrême droite. Je suis contre les minarets, absolument, et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes très proche de l'extrême droite. Mais c'est pas grave, peu importe des étiquettes, monsieur Ramadan. Moi, je vous traite pas de diable et d'islamistes militants. Je dis pas que vous mettez des bombes partout. Alors, je m'en moque de vos étiquettes, mais je vais vous dire, au XIXe siècle, quand les juifs et les protestants ont fait des temples et des synagogues, on les a obligés à mettre leurs églises, leurs temples, leurs synagogues dans les immeubles, pour que justement il n'y ait pas de visibilité à l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi les mosquées n'auraient pas le même régime. Donc je suis contre les minarets. Attendez, je finis. Et simplement, quand vous nous dites qu'il y a un problème, parce que vous dites que j'ai un problème avec la France et avec l'islam, mais vous avez un problème avec la réalité. Quand vous nous dites, nous n'avons en islam aucun problème avec les principes démocratiques, comme on disait au XVIIe siècle, vous nous la baillez belle. Parce que, dans l'idéal, vous nous inventez un islam qui n'existe pas, qui n'a aucune réalité. Dans la réalité, il n'y a aucun pays musulman qui soit démocratique. Eric, on a compris où tu veux en venir. Non, mais c'est quand même important. Oui. Dans la réalité, c'est... Attendez, mais vous pouvez pas simplifier les choses comme ça. Je simplifie pas. Il n'y a pas de pays... Il y a l'idéal ramadanesque et il y a la réalité de l'islam. D'abord, premier élément, ce que vous dites de l'islam sur le fait de la séparation des autorités, vous devriez peut-être lire un peu Alain de Libera et lire un tout petit peu toute la réflexion qu'il y a... Moi, j'ai lu Bernard Lewis, Bernard Lewis, il dit quel est le problème avec l'islam. Il a un problème avec l'islam, vous êtes deux. Donc maintenant, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer sur cet élément-là, sur l'histoire de la séparation des autorités. C'est aussi vieux que l'islam, et je le dis dans les livres, vous devriez lire d'autres livres. Deuxième élément, c'est sur les questions de... Vous me dites, il n'y a pas de pays majoritairement musulmans qui soient démocratiques, pas de pays arabes. Qu'est-ce que vous dites de... La Turquie. Non, mais la Turquie, elle l'est un peu plus. Le Sénégal, c'est pas majoritairement musulman. L'Indonésie, c'est pas majoritairement musulman. Le Malaisie, mais vous avez une histoire. Vous lisez les livres comme vous regardez Le Monde, c'est-à-dire de façon réductrice pour confirmer ce que vous vouliez montrer avant. Alors évidemment, quand on regarde Le Monde avec les arguments qu'on avait avant de le regarder, on ne regarde que ce que l'on voulait chercher. Deuxième élément, si je peux me permettre, c'est sur la question de ces principes de la démocratie. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons regarder aussi l'histoire. Je défends, pour ce qui me concerne, un État civil démocratique partout. Mais ce que je veux aussi, c'est que nous, dans le monde arabe, nous soyons autocritiques sur les perversions des dictatures. Aujourd'hui, on n'a pas de démocratie participative. Dans le monde arabe, on a des dictatures participatives. Exemple, l'Algérie aujourd'hui. Mais le problème que j'ai aussi, c'est que ce que j'aimerais, c'est que de là où vous êtes, patriote français, vous ayez le discours critique par rapport au gouvernement français qui a soutenu des dictatures en Tunisie, soutenu des dictatures. Mais parce que c'est ça aussi qui est important. Mais ça, c'est de la géostratégie, j'en ai rien à faire. C'est de la réelle politique. Le général de Gaulle soutenait les dictatures, j'en ai rien à taper. Je ne me soucie pas des régimes à l'étranger, moi. Je me soucie de mon régime en France. Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de pays majoritairement musulmans démocrates. Mais ça, c'est parce qu'on discute de l'islam. Contradiction. Non, pas du tout. Interdiction de déborder. Une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que les Français de confession musulmane sont démocrates? Il faut leur demander. Je vous le demande à vous. Ils ont un problème avec la démocratie. Moi, je pense que le Coran a un problème avec la démocratie et l'islam. Répondez à la question. Non, les citoyens français, ils peuvent voter. Edgar Morin a la parole. J'en sais rien, moi. Merci de l'avoir reconnu. Nous avons besoin d'un minimum de réflexion historique. Il faut se rappeler que l'Église catholique a été d'une intolérance formidable au Moyen-Âge et même au-delà. Et que dans le fond, c'est en son nom qu'ont été expulsés ou convertis les juifs ou les musulmans un peu partout. Alors qu'à la même époque, l'islam était tolérant pour les chrétiens. Non mais attendez, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tout ceci doit être historisé. Le stade où nous sommes arrivés, c'est pas le stade où est arrivé l'islam, parce qu'elle a été congelée
par le colonialisme, par l'immobilisme, par tout ça. Elle n'a pas été congelée par le colonialisme, ce Morin. Elle a été congelée par lui-même. L'islam a été congelé par lui-même. C'est les musulmans qui ont décidé de fermer la porte de l'interprétation. De quoi vous parlez? Mais oui, mais vous savez très bien de quoi je parle. Mais vous savez très bien la petite semaine. Il n'est pas fermé. L'Ijtihad n'est pas fermé. Le mot de la fin est pour vous. L'islam est resté immobilisé, congelé historiquement après les grandes époques de Perse, d'Irak, etc., et de Grenade et d'Andalousie. Maintenant, cet état historique, nous l'avons dépassé en critiquant et en dépassant le catholicisme et en affaiblissant la laïcité. Vous faites pas la même chose et avec tous ceux qui veulent, comme Tariq Ramadan, non pas la laïcité, mais qui veulent un système humaniste. Et je viens sur ce mot d'humaniste et qui reconnaît la pleine humanité des autres. Tous ceux qui font un effort pour dire qu'on n'interprète pas littéralement, parce que ceux qui interprètent littéralement la Bible, ils vont justifier le génocide qu'a fait Josué, n'est-ce pas, en massacrant les Cananéens. Je veux dire qu'on les textes, on interprète la Bible, on interprète les évangiles, on doit interpréter aussi le Coran. Et bon, mais non, mais c'est interdit d'interpréter le Coran. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu directement. N'importe quoi. Merci, messieurs. Cette réunion des trois monothéismes fut extrêmement stimulante. Je renvoie vers votre livre d'entretien au péril des idées. C'est aux presses du Châtelet. Mais après avoir parlé politique, géopolitique ou laïcité, il est enfin temps d'aborder les choses sérieuses. Le football. C'est l'une des plumes les plus expertes et les plus redoutées du journal L'Équipe. Il vient de faire paraître Petites et grandes histoires de la Coupe du Monde. Mais pourquoi fallait-il inviter Vincent Duluc? La réponse en 5 points et pas un de plus. Après le choc et l'effroi, le temps des questions. Alors, que faire? Comment réagir? Des questions que nous allons tout de suite poser à nos premiers invités, l'humoriste Christophe Alévèque. Bonsoir. Bonsoir. Et l'anthropologue des religions spécialistes de l'islam, Malek Chebel. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs... Déjà, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de les revoir. Ce qui est arrivé tellement surréaliste que... Bernard Maris était ici il y a un mois. C'est rude. Et moi, j'ai pas encore réalisé, donc c'est fait... Quel est votre sentiment justement sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe encore? C'est... on vit dans un monde de fous. C'est moins qu'on puisse dire. Les humoristes, eux, toute la bande de Charlie, j'en connaissais beaucoup. J'avais vu T-News il y a pas très longtemps. D'ailleurs, on avait rigolé de la mort. On avait bu des coups, plusieurs. Et tant mieux, d'ailleurs, à la tienne, T-News. Et on parlait de ça, justement, on parlait de la folie du monde. Et c'est vrai que les caricaturistes, les humoristes luttent beaucoup contre la connerie, la bêtise. Je crois qu'un nouveau combat nous attend, la folie. Mais il est sûrement plus compliqué. Malek Chebel, ce sont les musulmans de France qui vont payer? D'abord, je dois dire que Charb, je l'ai vu ici, sur ce plateau. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Deuxième point, la question que vous avez posée à mon camarade. Je pense que le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est de garder raison, de réfléchir, d'introduire un peu d'intelligence dans le propos, de voir plus loin, de voir ce que ça peut produire comme dégâts. Et précisément, les musulmans vont être pile poil dans l'œil du cyclone. Et donc, je voudrais leur dire, ne vous en faites pas plus que ça, si je puis dire. La nation française en a connu d'autres et elle saura se relever de cette situation de crise et amorcer un débat instructif, respectueux et tolérant. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette notion de folie, Éric Nolot? Il nous oblige. Oui, j'ai même du mal à parler, quoi. Écoutez, moi je crois qu'il faut essayer, je suis d'accord avec Malek Chebel, pour essayer de distinguer, c'est toujours comme ça qu'on y arrive, l'émotion et la raison. L'émotion, moi, je ne connaissais vraiment que Bernard Maris, qui était un ami personnel. C'est lui qui m'a fait découvrir Genevois, ceux de 14. J'avais des contacts réguliers avec lui. On déjeunait, on parlait de tout, de l'histoire, de l'économie, on s'engueulait. Donc voilà, c'était un de mes amis et j'ai du mal à le voir à la télévision et à me dire qu'il n'est pas là. Donc bon, oublions. D'accord. Essayons de faire le mur de Berlin entre mes sentiments, mes émotions et les analyses qu'on essaye de tenir.
si vous voulez, pour les autres, j'avais un rapport, je ne les connaissais pas, Wolinski, je ne vais pas dire que je connaissais Wolinski-Cabu, mais en fait c'est ma jeunesse, ces gens-là. C'est-à-dire que c'est les années 70, quand, si vous voulez, pour notre génération, et Nolone me confirmera, les dessins de Wolinski, c'était les bouquins de cul de notre époque. C'était la transgression de nos 14 ans. C'est-à-dire qu'on regardait Wolinski, on se disait « Ah ouais, ça existe, ça existe ». C'était ça pour nous. Donc j'ai jamais rencontré Wolinski, mais pour moi, c'était une espèce de grand frère qui me disait tiens, tu connais pas ça, tiens, tu connais pas ça. C'était ça. Découvrir des choses. Voilà, c'est vraiment l'esprit des années 70, Wolinski. Et justement, c'est les premiers dessins qu'on regardait d'ailleurs en cachette. Mais oui, voilà. Et c'est les parents qui regardaient les dessins de Wolinski et nous on tombait sur les dessins de Wolinski. Exactement. On est d'accord. C'est toute une époque. C'est vraiment une époque très particulière. Bon, c'est une initiation, quoi. Et c'est pour ça que j'en arrive à alors moins d'émotion et plus d'analyse. En fait, qu'est-ce que c'est, Charlie? C'est là que ça va se gâter. Non, pas du tout. Tu vas voir. Mais il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est quand même. On est d'accord. Il va falloir réfléchir ensemble. C'est quand même révélateur. C'est quand même symbolique. Moi, je crois au symbole, que l'histoire est faite de dates, d'événements qui dépassent, les événements et les êtres humains. Et là, qu'est-ce que c'est? Charlie Hebdo, c'est évidemment l'héritier d'Harakiri, c'est évidemment l'héritier de l'esprit de 68. Et c'est intéressant ce que dit Alévèque quand il dit le monde est fou. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que, tu vas voir, je pense au contraire que qu'est-ce que symbolisait cette génération, cet esprit? C'est la tentative utopique, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. L'utopie, c'est toujours les deux. Utopique de sortir justement de la folie des hommes et de la folie de l'histoire et du tragique de l'histoire. La bêtise, pas la bêtise. Non, Christian, non. C'est pas la bêtise. Les hommes sont toujours bêtes. Ce qui s'est passé, tu peux pas y mettre du rationalisme. Si, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Non, mais l'histoire. C'est l'histoire. L'histoire est tragique. Écoutez, on en mettra lundi, peut-être. Non. L'histoire est tragique. Et justement, ce n'est pas un hasard d'après moi. Tu vas pouvoir nous expliquer comment, froidement, deux êtres humains arrivent à en tuer d'autres, simplement parce que c'est des clowns. Ça s'appelle l'histoire de l'humanité. Non, mais l'acte est scandaleux. L'acte en lui-même est scandaleux. Mais on ne va pas te dire que c'est pas scandaleux. On te dit c'est l'histoire des hommes. Les hommes ont toujours agi comme ça. Voilà, ils ont toujours fait ça. L'acte est scandaleux. Et justement, c'est un symbole. Pour moi, c'est mon analyse à moi, on peut ne pas être d'accord avec moi. Pour moi, c'est très révélateur que ça soit justement ces gens-là qui incarnaient cette génération-là, qui incarnaient ce que j'ai dit, qui aient été frappés par des hommes qui pour toi sont fous, pour moi, justement, non. Encore, c'est une injure à la folie. Mais ce que je voudrais... Non, mais tu comptes, ce que je voudrais dire, pour essayer de... Moi, depuis cette histoire, moi, je faisais partie de cette famille-là. J'ai l'impression d'avoir perdu mes papis, mes tontons, je reçois beaucoup de mails où gens compatissants, la plupart. Bien sûr. Et puis, beaucoup aussi, où j'entends... Mais ces mecs-là ont manqué de respect. C'est pas pour ça qu'ils méritent, attention. Voilà. Et des mails qui viennent de musulmans, de juifs ou de catholiques. C'est-à-dire qu'on a touché à quelque chose de sacré. Le blasphème. Voilà. Et ce qu'il faudrait essayer maintenant, alors que c'est pas le rôle d'un humoriste, normalement, il n'est pas là pour s'expliquer. Ces gens-là, ce qui fait rire le plus un humoriste, c'est la mort. C'est le sujet le plus drôle. Parce qu'on désacralise. On est là pour aider tout le monde à mieux vivre avec l'idée de la mort. Si on se réveillait le matin en se disant, en ayant conscience de ça, on ne vit plus. Voilà. C'est pas pour ça que on ne respecte pas les morts. Charlie Hebdo, les caricaturistes, les humoristes, en général, sont en réaction à l'époque. Ils n'ont voulu, moi je les connaissais pour la plupart, manquer de respect à une religion, à qui que ce soit. Mais ça, les gens j'en suis sûr. Et quand moi je fais mon métier, c'est ça. Nous sommes en réaction. Que ce soit quand on entend, je vais vous prendre des exemples au hasard, là ils sont passés à l'acte, c'est violent, il y a eu un meurtre.
Mais quand un extrémiste orthodoxe juif appelle à raser l'État palestinien, c'est violent. Quand on a le mariage pour... L'histoire est violente. Quand on a le mariage pour tous et que l'évêque de Lyon, dont je ne me rappelle plus le nom, appelons-le Monseigneur Saucisson, compare le mariage gay à de la pédophilie, c'est violent. Alors, la seule différence, c'est que nous, en tant qu'humoristes, on ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. Les caricatures de Mahomet, c'est en réaction à... Si rien ne s'était passé, si tout le monde vivait en équilibre, dans un monde de tolérance, de joie et de partage, il n'y aurait pas eu ces caricatures. Mais faire ces caricatures, ça ne veut pas dire je manque de respect à ceux qui croient en... Même la sodomie du prophète. Même là, mais allons-y, mais vous savez, un humoriste... Vous savez, je vais agir en psychanalyse. Attendez, la sodomie, un humoriste, je vais juste... c'est la révélation des désirs cachés. Oui. Donc peut-être ça peut-être. Éric Nolot. Simplement pour réagir, nous avons, nous, humoristes et caricaturistes, un grand défaut, c'est que dès qu'on nous dit que c'est interdit... Ça déconne. Nous avons l'esprit et le regard et la plume attirés. Et voilà. Alors peut-être que maintenant, puis après, excusez-moi, mais en plus ça me fait du bien de parler parce que j'en peux. Christophe, comme moi, je me suis repris. Voilà, je suis en état de parler. Mais je pense qu'il peut-être maintenant. Il va falloir que nous aussi, les humoristes, sans baisser notre froc, parce que ça hors de question, on fasse preuve aussi peut-être d'une certaine, je ne sais pas, pédagogie, explication, retenue. Si on fait partie de retenue, imaginez Zemmour avec de la retenue. Je veux dire, c'est plus Zemmour. Non, mais il a raison. Parce que moi, je suis d'accord. Parce que je peux dire un mot. Oui, non, mais attendez, allez, vas-y. Juste un mot là-dessus, un commentaire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a plus de talent encore de faire de l'humour tout en étant dans le respect des gens? Il y a plus de talent. Il y a un niveau supérieur. Je viens de vous l'expliquer. Il n'y a aucun manque de respect dans ce qui a été fait par Charlie Hebdo. En plus, il y a une différence entre si on estime qu'on manque de respect, ce que je comprends, parce qu'après tout, la caricature, c'est justement la désacralisation. Et effectivement, il y a des gens qui estiment qu'on leur manque de respect, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, athées, n'importe quoi. Bon. Athées, bien sûr. Et ce que Charlie Hebdo faisait sur le pape et sur la religion catholique, c'était 10 000 fois plus que sur la religion musulmane. Il y a une différence, c'est que ceux qui s'estimaient manquer de respect, ils attaquaient Charlie Hebdo devant les tribunaux, ils les insultaient, etc. Justice, oui. Là, il y a une différence, c'est qu'ils estiment qu'ils ont le droit de les tuer. Et pourquoi ils estiment qu'ils ont le droit de les tuer? C'est là où je voulais en venir. Parce que je pense qu'on a tort de parler de terrorisme, etc. Je pense que pour eux, j'essaye toujours moi de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, même s'ils me paraissent fous, comme disait Christophe tout à l'heure. Je pense que pour eux, ils ont là exécuté une sentence quasi judiciaire parce qu'ils estimaient que le prophète avait été justement profané et que donc ça ne mérite en fonction du Coran que la mort. Et donc ça la mort... Il n'y a mort... pas l'idée que ça peut être un délire personnel? Non. Juste non. C'est un délire qui est raccroché je pense, à un mythe. Malek Chebel, je pense que pas. C'est pas un délire personnel. Il y a une partie de délire personnel là-dedans. Attendez, on écoute 2 secondes Malek Chebel. Non, le prophète est représenté dans pas mal de figures et d'illustrations et de caricatures, notamment dans le domaine chiite, dans le monde chiite. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça n'a jamais posé de problème. Et même dans le monde sunnite, dans certains cas de figure, la représentation n'est pas interdite, puisque sinon, vous ne verrez pas les grands tableaux des présidents de la République, les potentats, un peu partout. Donc moi, je suis de ceux qui disent... Vous avez raison, puisqu'il n'y a que Dieu qui ne doit pas être représenté. Exactement. Et Mahomet n'est pas Dieu. Je suis de ceux qui... Attendez. C'est un prophète. Attendez, laissez-moi donner de la limite exacte. Mais je vous en prie. Parce que là, non, c'est-à-dire, vous pouvez encore représenter, si vous voulez, le prophète et Dieu, et tout ce que vous voulez. Ah non, Dieu non. Tant que... Non, au contraire, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous surprendre. Ouais. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sur Dieu. Un peu moins sur le prophète. Mais vous n'avez pas le droit de représenter Dieu. Dans le monothéisme, c'est comme ça. Oui, non, mais attendez. Qu'il soit juif ou musulman. L'islam, vous pouvez tout faire concernant Dieu. Il n'y a pas de souci. Non, je vous le dis. Attendez, là, je vous le dis publiquement. Excusez-moi. C'est le prophète qui... Non, mais attendez, si. Peut-être chez les juifs, non. Peut-être chez les chrétiens, non. Non. Mais... C'est un monothéisme, l'islam, a priori. Oui, mais attendez, dans ce monothéisme-là,
la niche représentation de Dieu, vous pouvez la faire, à la limite. Même vous pouvez jamais vu ça, excusez-moi, j'ai jamais vu ça. Attendez, là je le dis publiquement. Mais je vous en prie. En revanche, le prophète qui est lui le messager de Dieu, c'est un être humain, il est non représentable en l'état. C'est un dévoiement du monothéisme. Mais bon, c'est pas vraiment le débat. Si c'est quand même intéressant. Alors si je peux en placer une. Mais vas-y, j'ai rien dit moi. Non, si un peu quand même. Non, mais moi j'évacue rapidement la dimension personnelle. Moi c'était pas Wolinski, c'est plutôt Cabu, parce qu'on a vécu toute notre vie avec Cabu. Le Grand Duduche était un truc inouï quand on avait 10 ans. Et je pense qu'il laissera dans l'histoire la même trace que Daumier. Pour moi c'est un génie, Cabu, dans tous les domaines. Donc c'est pas seulement des êtres humains, c'est des gens de grand talent. Mais si on reste sur la grille historique de Zemmour, c'est maintenant qu'on va savoir quel événement historique c'est. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, dans vos deux professions, parce que là, je vois déjà dans le discours de Christophe Alévèque qui se dit, est-ce qu'il ne faut pas y aller un peu plus doucement, ou en tout cas y aller un peu différemment? Attends, je finis. Et maintenant, non mais ça, à la limite, je suis désolé, mais c'est vraiment un point un peu secondaire, c'est ce qui va se passer avec l'islam. Ah oui. C'est pas très bien parti, parce que ces gens-là ne sont pas encore enterrés, que la polémique a commencé. J'ai entendu des échanges à la radio, ils n'étaient même pas refroidis, c'est malheureux, j'ai trouvé ça un peu indigne. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer à faire cette distinction essentielle entre islam et islamisme, ou est-ce qu'on va mettre tous les musulmans dans le panier? Déjà, Zemmour a commencé une sorte de glissement, de glissement un petit peu. Non, il n'y a pas de glissement. Si, il y a un petit glissement. Moi, je fais une distinction totale. Je dis, comme ça, je peux résumer d'une formule. Nous sommes, et c'est particulièrement évident aujourd'hui, en guerre avec l'islamisme, c'est une évidence. Je voudrais rappeler une deuxième évidence, parce qu'elle l'est de moins en moins, nous ne sommes pas en guerre avec l'islam. Alors, est-ce que ce moment historique va nous permettre de garder cette distinction, ou on va tomber dans le n'importe quoi? Voilà en quoi ça peut être un événement historique ou pas. Allez-y, je m'adresse en effet. Mais moi, je veux répondre à ce que tu as dit, parce que je suis pas d'accord avec toi. Non, mais moi, parce que ce que dit Éric Nolot, je le partage à 100%. Je sais, c'est pour ça que je suis pas d'accord. L'islam est une religion, attendez, l'islam est une religion qui prêche la paix, qui prêche la tolérance, le respect, puisque Allah, justement, est un Dieu de prière et de compassion. Maintenant, l'application et le dévoiement de cet islam-là nous entraîne dans des impasses deux types qui se prennent pour le calife à la place du calife, qui vont tuer des journalistes. De quel droit? Mais de quel droit? Ils n'ont absolument aucun droit, ni droit prescrit, ni droit moral, ni droit coutumier, rien. Ils se réclament d'eux-mêmes. C'est pourquoi je dis c'est un délire personnel. Attention, il ne faut pas généraliser tout ça, sauf que l'histoire, elle a des chicanes, évidemment, et que dans la longue histoire, on a évidemment des moments de crise et de crispation. Moi, j'aimerais que la France soit à la hauteur de sa réputation, de ne pas faire l'amalgame entre les musulmans. 99% des musulmans, français notamment, sont des gens pacifiques, qui prient, qui rentrent à la maison, qui sont propres sur eux-mêmes. Comment on fait justement pour lutter? Attendez, je voudrais répondre. Il y a 2 enfants perdus qui sont français, nés en France, parce qu'il ne faut pas oublier comme la dimension marginalisation en France, d'enfants d'origine étrangère, mais nés en France, donc français par conséquent, qui commettent des délits qui sont d'ordre judiciaire et d'ordre policier. Il ne faut pas confondre ça. Ce sont des passages scandaleux. En se réclamant quand même de... On peut quand même répondre. Malheureusement. Mais vous ne pouvez pas prendre la parole d'un dégénéré, d'un délinquant, d'un criminel, comme étant la parole représentative de tous les musulmans de France. Non, on n'a jamais dit ça. Les musulmans sont scandalisés par ce qui s'est passé. Attendez, les musulmans sont scandalisés par ce qui s'est passé. Eric, avant que tu parles, parce qu'en général, je sais que tu pars dans un tunnel. Je pense que c'est toi qui as le plus parlé. C'est qui l'invité? Bah non. Je sais plus. C'est belle, là. Quand on était déjà chez Ruquier, à chaque fois qu'on lui coupait la parole, il faisait... J'ai envie de vous entendre sur la réaction de... Mais vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre si Christophe me laisse parler. Je dois dire, juste, on a vu, dans je ne sais plus quelle émission, cette magnifique photo avec les représentants des 3 religions, main dans la main, main sur l'épaule, etc. Ça ne fonctionne pas, ça. Bah, merci. Ce sont des officiels. Oui, mais ce sont des officiels qui donnent de l'espoir. Attendez, c'est quand même. Attendez, diminuer quand même. On va laisser terminer. Mais c'est très bien. La photo est belle. J'ai pas dit inverse. Voilà. La réalité, moins. Voilà. Merci. Maintenant, ce que je ne comprends pas, ce que je n'ai jamais compris, moi qui suis un athée, voilà, je revendique athée, c'est que quand nous, journalistes, humoristes, dépassons les bornes,
il m'est arrivé de me faire virer, moi, d'émissions de radio, de me retrouver au tribunal, voilà. Et pourquoi pas? C'est un débat. C'est ce que j'ai dit on assume ce qu'on dit. Voilà. Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, quand un religieux, soit rabbin, curé, imam, dit des choses, mais d'une violence inouïe, il reste toujours un imam, un rabbin ou un curé. C'est pas le débat, Christophe. Exact. Mais C'est pas des rabbins qui ont tué les gens de Charlie Hebdo. Non, mais ni des mollahs, attends, ni des... non, mais ce serait peut-être le début d'un commencement d'une solution, c'est que chacun fasse le ménage chez lui. On le fait. Alors Chez les musulmans, ils le font tous les jours. Je peux répondre à Malek quand même. Alors, et à Nolo par la même occasion. Ceux qui sont violents, excuse-moi, après j'arrête, on en a entendu plein, et qui sont là, et qui parlent, qui reparlent, et qui reparlent encore, et qui s'appellent toujours curé, imam ou rabbin. Il faut les virer. Je pense qu'effectivement... Je ne sais pas comment ça peut se passer, comment ça peut se faire. Il faudrait les... Mais ils sont toujours là. Alors, je voudrais... Donc, effectivement, Nolo a posé le problème comme il fallait, et Malek Chebel a répondu. Le islamisme. Historiquement et sémantiquement, islamisme veut dire l'islam. Au XVIIIe siècle, le mot est inventé pour arriver à dire comme christianisme et judaïsme, isme. Attendez, j'ai pas fini. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'on voulait faire un distinguo entre islam et islamisme. On n'a pas à le faire, il existe. Non, il n'existe pas. Laisse-moi parler, j'ai laissé parler tout le monde gentiment. Je t'en prie. Donc gentiment, c'est beaucoup dire, mais... Très gentiment et très sagement, en tout cas. Vas-y. Bon. J'ai plusieurs phrases, je pourrais vous citer Bernard Lewis, grand spécialiste de l'islam, qui dit « L'islam en mouvement, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est l'islam historique et traditionnel. » Henri Boulac est un jésuite, dit, spécialiste qui a vécu en Égypte, spécialiste de l'islam, dit « L'islamisme, c'est l'islam à visage découvert. » C'est-à-dire que... Oui, mais attendez, c'est des références un peu... Non, mais je fais des références à des gens qui connaissent vraiment l'islam. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais contextualiser, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Coran. Le Coran, c'est la vie du prophète. Le prophète, il était à la Mecque d'abord, et il tenait un discours pacifique, de monothéiste pacifique. Ensuite, il est allé à Médine, où il est devenu un chef de guerre, et où il a fait la guerre à tous les polythéistes et à tous les juifs qu'il a massacrés, alors qu'ils étaient ses alliés auparavant. Il y a donc deux Mahomet, au minimum, le Mahomet pacifique et le Mahomet chef de guerre. Et le Mahomet chef de guerre, dans le Coran, il y a de nombreux textes pour dire il faut tuer un ceci, il faut tuer les associateurs, ça c'est les chrétiens, il faut tuer les juifs, etc. Alors vous allez me dire, c'est contredit évidemment par le prophète pacifique. On est tout à fait deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas dire que Mahomet était musulman. La première, c'est qu'on ne peut pas dire que Mahomet était musulman. Il était musulman à la Mecque et qu'il était islamiste à Médine. Ça, c'est pas possible. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a une règle en islam que M. Chebel connaît très bien, qui est l'abrogation. C'est-à-dire que le texte le plus récent abroge le texte le plus ancien. Or, le texte le plus récent est constitué par les textes les plus guerriers. Dernière chose. C'est pas aberrant du tout, c'est la réalité. Dernière chose. Je finis, Malek Chebel, et je vous laisse répondre. L'union sacrée n'a pas duré longtemps. Ce que je pense, c'est que, en fait, vous savez, j'aime à citer ici une phrase de Maxime Robinson, qui est un autre spécialiste de l'islam, qui dit « L'islam, c'est un communisme avec Dieu ». Je pense que l'islamisme, c'est un gauchisme, pour continuer la comparaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. C'est-à-dire que comme le gauchisme, qui était un communisme impatient, un communisme beaucoup plus violent, ils ont les mêmes objectifs, mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, évidemment, la différence, elle est là. Écoute, Eric, avant de répondre, avant de laisser répondre Malek, il y a quelque chose qui invalide ton raisonnement immédiatement. Eh ben, vas-y. Si ton raisonnement était juste, ça veut dire que dans mon quartier, qui est à forte minorité musulmane, je devrais croiser des gens qui me diraient uniquement, félicitations aux assassins de Charlie Hebdo, parce qu'ils représentent l'islam. Les gens que je croise, ils me disent, ces mecs-là sont des fous, ces mecs-là sont des martiens, ces mecs-là, on leur a lavé le cerveau et on leur a rempli la tête de mer. C'est-à-dire que leur vision de l'islam est à l'opposé des salopards qui ont tué alors, mon cher, d'abord, moi, ils ne représentent pas du tout. Ce sont des salopards. Alors, mon cher Nolo, et le policier qui a été abattu comme un chien sur le trottoir, il s'appelait Ahmed. Mon cher Nolo, je t'invite, puisque tu aimes les réactions, je t'invite à aller sur les réseaux sociaux. J'aime les raisonnements surtout.
Moi aussi. Alors, et je crois que j'en ai fait un. Non, tu verras, c'est pour ça tu que vas je sur les réseaux sociaux. Non, mais ce que tu m'as dit là n'est pas un raisonnement. Il est une réaction, excuse-moi, émotionnelle. Ce sont des salauds, ils ne représentent pas les musulmans. Ça, c'est de l'émotion, c'est pas du raisonnement. Ça, je le dis et je le maintiens. Mais c'est pas du raisonnement, ça. Ah oui. Et je t'invite à aller sur les réseaux sociaux et à aller voir les réactions de nombreux musulmans qui disent, soit qui disent, c'est les plus vindicatifs et les plus minoritaires, je vous l'accorde d'avance, qui disent c'est bien fait, ils n'avaient pas qu'à pas blasphémer. C'est relativement rare. C'est pas vrai. C'est relativement rare et réalisé par de jeunes internautes. Oui, de jeunes, absolument. Oui. Très Il y jeunes a de internautes. nombreux jeunes internautes Les réseaux qui disent sociaux. Laisse-moi finir, c'est non, mais compliqué. c'est pas vrai, c'est pas possible. Si moi je te coupe pas la Non, mais tu parole, peux- laisse-moi ne tu me peux coupe pas pas la dire- parole. tu peux pas dire les réseaux sociaux depuis quand. La majorité, je ne sais pas ce que c'est la majorité. Je ne sais pas. Mais depuis quand les réseaux sociaux La c'est un majorité. sondage Non, alors c'est justement, pas- c'est ceux qui ont élu François Hollande. j'allais dire, au-delà des réseaux sociaux, de nombreuses informations m'arrivent, de professeurs, de directeurs d'école, parce que c'est ma chance, c'est que ma parole publique est souvent alimentée par des paroles privées, de gens qui m'envoient des choses très intéressantes dans les écoles. Mais c'est filtré. Ils t'envoient pour te plaire. Non, mais pas du tout. Ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas. Non, non, non. Et donc, Éric il y a va recevoir des messages pour Éric Nolot. C'est compliqué, Moi, je vais hein. recevoir des messages. Alors, on peut pas terminé. C'est compliqué de parler. Bah si, parce que je dis la vérité, évidemment, Mais non, c'est c'est compliqué. faux. C'est Et faux. il y a beaucoup de jeunes, vous avez tout à fait raison, de jeunes musulmans dans les écoles qui tiennent exactement le même discours de c'est bien fait pour eux, ou en tout cas, ils ont eu ce qu'ils méritent, ils ont blasphémé. C'est le délit de blasphème, que ça te plaise ou non, qui est dans le Coran et qui, pour de nombreux musulmans, doit être appliqué strictement. C'est une Malek Chebel, votre religion réponse. tellement normale, l'islam, qu'il y a même des cons comme dans toutes les religions. Et ces mecs-là sont des Exactement. cons. Alors, Voilà. est-ce que je peux répondre à Eric Bien sûr, Mais bien je sûr, vous on en vous prie, écoute, Malek, mais Malek. essayez de monter le niveau, parce que là, c'est lamentable. Je vais Non, je tenter rigole de- pas du tout. Non, non, mais parce qu'en même temps, je ne peux réagir que par la raison et par l'histoire, Merci. par des arguments. Eh bien, alors allez-y. Alors, j'aime bien vos constructions. Je ne sais pas si on se vous voit ou se tutoie. C'est comme vous voulez. Peu importe. J'aime bien vos constructions, Eric Zemmour, parce que dès l'instant où on est attrapé à un moment donné, on n'est plus lâché jusqu'au bout. Merci. C'est un J'aime beau bien compliment que vous me faites. C'est un Merci. compliment, mais sauf que... Paradoxal. et, paradoxal un peu, Bah, c'est hélas, important. sur l'islam en tout cas. Je vous écoute, je vous Alors, écoute. vous me citez Lewis, Rodinson dans des contextes et dans des ouvrages très intéressants. Rodinson communiste, etc. Lewis, historien anglais. Absolument. Bon, je vous signale quand même que cette pensée buvard, si je puis me permettre, ne marche pas. C'est-à-dire Votre pensée, Oui. pensée buvard. Parce que vous attrapez des informations d'un peu partout, Eurabia, Lewis, comme ça que je me suis Rodinson. instruit, Attendez, excusez-moi. le Coran première version, le Coran deuxième version, c'est une construction d'islamologues occidentaux. Oui. Je peux vous dire que pour les musulmans, il y a un seul Coran. Ah, ben je suis d'accord avec vous. Un seul Coran. Bah, Non, non, dites-lui à Nolo, et il un comprend Coran pas de ça. paix. Non, mais Je un comprends Coran de très bien. paix. Non, c'est pas un Coran de paix. il y a Attendez, tout. permettez-moi que je Il dise y a abroger, les versets abrogés, les versets Oui, abrogeants. oui. Ça n'a existé que sur un seul cas, et qui n'a rien à voir avec les affaires humaines. L'alcool. c'est- Non, pas du Ah tout. bon Pas du tout. Parce que L'alcool moi, est j'ai dans le lu Coran. sur l'alcool. Non, non, pas du tout. C'est pas. Alors, ceux qui ont abrogé, c'est des idiots. Fini. J'ai traduit le Coran, donc je sais exactement de quoi je parle. Les versets abrogés, les versets abrogeants. Ça s'est passé une seule fois concernant tout simplement le fait que les versets coraniques n'aient pas été édictés directement par Dieu, mais par Satan, sur un seul cas. Et le prophète a décidé d'abroger ce verset-là qui ne connaissait pas. Et non, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Ça, j'ai travaillé cette question-là à fond. Un seul verset a été abrogé par le prophète lui-même. C'est-à-dire... Non, 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 mais je cherche pas ça, je cherche pas ça, vous inquiétez pas. C'est une affaire de polythéisme et de monothéisme. Non, mais Sur un c'est pas mon verset, sujet. il était question de divinité. C'est pas du tout ce que j'ai lu, mais c'est pas grave. Tutélaire, et c'est ça, c'est le verset qui posait problème. Et d'ailleurs, le verset satanique, c'est exactement ça. Le verset satanique, le livre Non, mais de Rochely. attendez. Vous ne Je répondez complète pas à ma question, là. Je Alex réponds à la Chebel. question. Pardonnez-moi. La violence dans le Coran. Oui. Si le Coran était un livre violent, Oui. si d'aventure, et par mésaventure en réalité, le Coran était un livre violent, on l'aurait su en Andalousie, on l'aurait su à Bagdad, sous les Abbassides, pendant 7 siècles, ils ont préconisé une civilisation ultra brillante, y compris des controverses sur la violence religieuse. Et à travers des philosophes éminents, on l'aurait su durant tout le siècle. Sauf que il y a eu une interférence entre la politique, et c'est récent, c'est, je dirais, le postmodernisme de l'islam. L'islam a été pollué par un certain nombre de groupes politiques fondamentalistes, comme les frères musulmans, comme les... Monsieur comme Malek les- Chebel. Oui.
Sourate 3, verset 29. En vérité, Allah n'aime pas les incroyants. Sourate 4, verset 59. En vérité, ceux qui ne croient pas, nous aussi, nous les brûlerons dans le feu. Sourate 8, verset 57. En vérité, les pires des bêtes aux yeux d'Allah sont ceux qui sont incroyants. Sourate 9, verset 29. En vérité, tuez tous ceux qui ne croient pas en Allah. Sourate 4, verset 150. Nous avons préparé pour les incroyants un supplice. Le débat, c'est que moi, j'en ai des dizaines. Eric, jusqu'à mon dernier souffle, je refuserai le syllogisme. Que vous voudrez. Vous pouvez sortir autant de versets que vous voudrez. Ici, c'est décontextualisé. Oui. Le travail de... Vous avez tout à fait raison. Oui, bien sûr. C'est comme la Bible, c'est comme... Non, c'est pas comme les... Et si, c'est un truc de la Bible, c'est pas comme les évangiles. C'est comme la Torah. Ou comme les On est d'accord. comme la Torah. Oui, on est d'accord. Il y a certaines allégories. Bien sûr, évidemment. Mais c'est décontextualisé. On va terminer. Dès l'instant où vous décontextualisez au niveau de la théorie psycho-historique, psychocritique et historique, dès l'instant où vous ne contextualisez pas et vous sortez les choses de leur contexte, d'entrée de jeu, Éric Zemmour, vous n'avez pas raison. Vous n'êtes peut-être pas tort, mais vous n'avez pas forcément raison. Monsieur Chebel, une phrase. On peut tout, vous avez tout à fait raison, contextualiser, ça veut dire remettre dans le contexte de l'époque. Historique. Tout historique. Tout à fait, qui étaient les guerres, je suis d'accord avec vous. Oui. Sauf que vous ne résolvez pas ainsi un autre problème, et vous le connaissez par cœur. C'est que le Coran est la parole incréée de Dieu. Que contrairement aux évangiles où c'est Saint Paul et où c'est les évangélistes, contrairement à la Torah où c'est Moïse et après c'est les talmudistes qui parlent, sont des hommes. On peut interpréter des hommes, on ne peut pas interpréter Dieu. Et le problème du Coran, c'est que c'est la parole incréée de Dieu. Ça fait des siècles que les musulmans... Dernier mot de Malek Chebel. T'es en train de dire qu'il n'y a pas de solution. attendez. Un dernier mot et on arrête après. Mohammed existe. Pourquoi il a existé dans l'histoire? C'est l'intermédiation entre Dieu et les hommes. Oui, absolument. Le Coran auquel on ne touche pas, c'est le Coran incréé qui est à côté de Dieu. Voilà. Sauf que il y a des philosophes musulmans, figurez-vous, qui ont précédé Zemmour, qui m'ont précédé, qui s'appellent les Mu'tazilites, qui ont défini un cadre dans lequel on peut discuter d'un Coran ici et maintenant. Oui, ça s'appelle les Mu'tazilites. Vous savez que vous êtes ultra minoritaire sur cette ligne, vous le savez. Dès l'instant où ça existe, ça veut dire que le problème est en moitié résolu. Je vous dis que il y a le prophète qui, lui, est le traducteur, le meilleur traducteur d'un Coran qui est ce qu'il est, sur lequel on ne discute pas, mais en tout cas l'application, elle est au niveau ce que c'est de faire, Éric Zemmour, je le regrette, parce que moi je m'y opposerai toujours, c'est un syllogisme. Islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme, exactement. Donc islam égale terrorisme. Absolument. Et ben moi je vous dis jusqu'à mon dernier souffle, je refuserai, en plus c'est vraiment pas un argument intellectuel digne de toi, de céder à ce syllogisme absurde. Je ne parle pas de terrorisme. Absurde. Je ne parle pas de terrorisme. Il n'empêche, ça mène là. Il n'empêche que ceux qui tuent partout dans le monde, en France, en Europe, dans les pays là en Australie, ce qui s'est passé, partout, sont des musulmans et se définissent par rapport. Ils se revendiquent en charge par des idéologues qui ont l'islam. Excusez-moi, ils se revendiquent de l'islam. Non, c'est une manipulation. C'est pas pareil. Un dernier mot, Christophe Alévêque, un dernier mot. C'est pas de ma faute. Dernier mot, moi j'avais commencé l'émission en parlant éventuellement de pédagogie, d'éducation. Les sociétés évoluent. Peut-être qu'il serait temps que les religions évoluent aussi. Et qu'elles vous entendent. Les religions, qui font beaucoup de dégâts. C'est vrai, surtout chez les jeunes. Pourquoi? Parce que la plupart sont ignorants. Non, parce qu'il y a une quête identitaire que nos sociétés ne donnent plus. Oui, mais ça, après, si on peut aller plus profondément, non, c'est pas le chômage. On vous laisse terminer. Si on veut, parce que là maintenant, il faudra peut-être quand même qu'on arrive à se parler, à s'entendre, que les... Oui, non, mais là, je veux dire, il y a certains... Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on se parle. Non, mais je comprends, mais... on a le droit de ne pas être d'accord. Arriver à se parler, on peut pas défendre la liberté d'expression et refuser qu'on arriver à trouver une solution commune. On parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on entend souvent, il y a des traductions, alors ça c'est dans le Coran, non, ça y est pas, mais moi je l'ai vu, moi je l'ai pas vu. Peut-être que vous, Malek, d'autres, mettez-vous d'accord sur une version. Je suis un utopiste, mais j'ai toujours été un utopiste. Mais on l'a la version. Mais sur une version, et surtout une interprétation de cette version que les jeunes qui voient des allégories, qui voient des phrases qui peuvent
engendrer de leur différents contexte, sens. engendrer différents sens, que eux comprennent exactement le sens. C'est un travail qu'on fait depuis un siècle. Oui, mais qui ne mène à rien. Parce que vous êtes ultra minoritaire, Malek Chebel. Vous êtes de bonne foi, mais vous êtes ultra minoritaire. Et vous le savez très bien. Peut-être je suis ultra minoritaire en nombre. Les idées, mes idées circulent. Les idées, c'est le plus peut-être important. calment le jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci Christophe Alévèque. Plus que jamais, vous continuez vos spectacles partout en France. Malek Chebel, je rappelle le titre de votre prochain ouvrage, L'inconscient de l'islam, qui paraîtra... Il répond à toutes ces questions. Et, entre autres, le 15 janvier au CNRS Édition. Merci beaucoup, Et pour répondre messieurs. vraiment le dernier mot, Bien sûr. non, je me pose des questions, mais je ne changerai pas une virgule et un mot à mes textes. Parfait. Tant mieux, on viendra vous applaudir. Développez vos connaissances en regardant votre magazine avec WinDev, logiciel professionnel de développement. Zemmour et Nolot, le retour. L'un a publié La Voix, l'autre donne volontiers de la voix. Tous deux ont compris qu'à débattre sans péril, on dialogue sans gloire. Leur livre d'entretien s'intitule justement Au péril des idées. Nous accueillons Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Au péril des idées, c'est aux presses du Châtelet. Alors c'est un livre à part, non seulement par votre personnalité, mais parce que dans ce livre, vous vous inscrivez dans le temps long. On a plutôt l'habitude des intellectuels médiatiques qui interviennent sur les sujets très brûlants, d'actualité. Voilà, c'est un peu au coup par coup. Là, vous prenez beaucoup de hauteur, de surplomb. Est-ce que Tariq Ramadan, vous pensez que c'est ça le véritable rôle de l'intellectuel, en fait, d'être plus dans la spéculation que dans la réaction immédiate? Non, il y a les deux. Il y a les deux, c'est vrai. Je pense là, je parle plutôt de la première partie. Voilà, la première partie, je pense que nous devons faire ce travail-là. Ce qui manque aujourd'hui au débat intellectuel, transversalement, je dirais dans tous les pays du monde et en France en particulier, c'est la prise de temps, le temps de la réflexion. Edgar Morin a une mémoire phénoménale, il apporte des éléments qui, comprenant le passé, nous permettent de mieux aborder les questions du présent. Donc il faut ce temps-là et je pense que c'est une nécessité. Ça manque au débat aujourd'hui et puis de temps en temps, nous avons à le faire, réagir aux événements et aux réalités contemporaines. Il faut faire les deux. Edgar Morin, vous êtes sur cette ligne. L'intellectuel doit prendre un peu de recul. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, les intellectuels, dans un monde qui est livré aux spécialistes, ou bien au calcul, doivent essayer de traiter les problèmes fondamentaux et globaux de notre temps. Ce qui du reste est très difficile et ils peuvent se tromper. Alors je pense que le rôle est dans ce livre, effectivement, on aborde des questions d'actualité, mais en même temps, on essaye de les inscrire dans une réflexion et dans une pensée. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une crise de la réflexion, une crise de la pensée. Les experts voient des morceaux de la réalité qui n'arrivent pas à coller et les journalistes sont pris dans l'immédiat. Et voilà donc, je ne dis pas qu'on a réussi, mais je dis que c'est ça, pour moi, la fonction importante des intellectuels. Le malheur, s'ils ne sont pas tous à la hauteur de cette fonction. Alors, question subsidiaire avant de lâcher Zemmour sur le livre. Vous savez déjà ce qu'il en pense, il doit consacrer un article. Absolument. Quel effet ça vous a fait d'avoir dialogué avec le diable, monsieur Morin? Parce que vous savez, pour beaucoup, Tariq Ramadan, ici, assis à côté de vous, est le diable, alors. D'abord, pour moi, je ne connais pas de diable, véritablement. Et que même... Ouais, le diable est en nous. Et que le diable est en nous. Vous savez, il y a une conception, n'est-ce pas, qui fait que Satan, quand même, il a un bon côté. Dans ce côté négatif, n'est-ce pas, d'ailleurs, dans la pièce La tragédie de l'homme de l'auteur hongrois Mardach, Dieu à la fin dit « Satan, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta négativité, de ta critique. » Alors, premièrement. Ensuite, oui, parce qu'il attend une défense plus enthousiaste. Il est déçu. Pour moi, c'était quelqu'un dont je connaissais toutes les critiques, double langage, double pensée, etc. Mais surtout, je pensais qu'il était représenté un courant religieux, je dirais, non pas intégriste, mais disons assez strict. Et moi, je me disais, c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui est coriace, parce que moi-même, je suis parfois un peu coriace. Et donc, j'ai pas trouvé un coriace, ni même un curiace dans ce débat. Et très rapidement, nous avons fraternisé, ce qui a beaucoup étonné Éric Zemmour. Non, ça m'a pas étonné, ça m'a déçu.
Parce que, oui, je vais vous dire, parce qu'en fait, le titre, vous auriez dû changer le titre. C'est pas au péril des idées, c'est au confort de la conversation peinard entre amis. Vous êtes d'accord sur tout. Non mais c'est un vrai problème du livre. Autant j'étais d'accord avec vous quand vous dites, et M. Ramadan dit la même chose, il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de globaliser les problèmes, parce qu'on règne des experts et des spécialistes. Là, je vous approuve 1000 fois, mais sur le fond, vous êtes d'accord sur tout. Donc il y a une grande déception. Et j'essaie de comprendre, puisque j'ai fait ce papier-là, donc vous voyez, j'étais à découvert, si j'ose dire, avant de vous recevoir. J'essaie de comprendre pourquoi vous étiez d'accord sur tout. Et c'est ça que j'ai essayé de découvrir ça. Et en fait, je crois avoir compris. C'est que ça part de vous, en fait, Monsieur Morin. C'est que, comment vous dire, il ne peut pas y avoir de contradiction à partir du moment où vous n'avez plus d'identité. C'est-à-dire qu'à force de dire être français, ce n'est qu'un adjectif. L'universalisme, qui n'existe plus d'étrangers. À force de dire ça, à force de dire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus qu'un monde comme ça, une planète avec des gens qui s'agitent dessus, et qu'il n'y a plus d'identité, qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. Et donc, Monsieur Ramadan rentrait comme dans du beurre là-dedans, c'est que c'était facile pour lui, évidemment, mais oui. Vous êtes très paradoxal, parce que tout d'abord, moi j'ai jamais dit qu'il n'y a plus de nation. Moi je crois à la réalité de la nation. Moi je n'ai jamais dit que tout le monde est anonyme. Au contraire, dans mes autres œuvres que peut-être vous n'avez pas lues, mon livre par exemple qui s'appelle La Voix, je pense que c'est très... Et que non seulement la mondialisation, plus elle s'avance, plus on doit respecter les singularités, les territoires. Je pense que... Non, vous dites quand même... Vous donnez une image, vous n'avez pas compris. Ça y est, j'ai pas compris. Non, vous mais je dites dire... comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers. Attendez, je vous cite. Comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers, c'est pour moi le fondement de tout humanisme régénéré. Pour moi, ça veut dire la mort de la nation. S'il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de nation. Mais non, mais vous arrivez à des déductions trop hâtives. Dans le fond, Montaigne, représentant typique de la culture française, il a dit, pour moi, tout être humain est un compatriote. Est-ce que vous allez dire à Montaigne, vous êtes un type qui dit... Non, écoutez. Non. Mais il n'était pas dans la mondialisation, Montaigne. Il était dans la région de Montaigne était un descendant de famille juive convertie. Comprend pour un typique... Tariq Ramadan, parce qu'il y avait une question pour les deux. Oui, mais attendez. Non, ce que je veux dire... C'est très difficile, mon métier, un mot, parce que vous avez mis en cause le titre « Le péril des idées », vous avez raison. Alors, c'est vrai que l'éditeur a voulu ce titre, moi j'y croyais pas tellement, mais dans un deuxième temps, je sais que défendre des idées, c'est toujours périlleux. Et moi, même pour ce livre, à propos de ce livre, j'ai reçu quelques insultes de la part de qui vous savez. Donc, je quand même... Et puis, alors, j'ai pris un certain danger, puisque j'étais soi-disant honorable et que lui est un diable, j'ai pris un certain danger à m'exposer dans ça. Donc, il y a un petit péril. Il ne faut pas exagérer. Réponse de M. Ramadan. 3 points très rapides. Le premier, sur le titre, au péril des idées. La question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou pas. Le fait que nous soyons d'accord, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve pas. Non, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu, le péril des idées, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Et ce sur quoi nous sommes d'accord, effectivement, ce sont des idées qui sont pas dans l'air du temps et qui provoquent d'ailleurs votre réaction, qui sont plus dans l'air du temps, malheureusement. Malheureusement. Je vais venir. Mais par exemple, pour illustrer votre propos. Non, simplement ce qui vient d'être dit. Mais je vais y venir de toute façon. Laissez-moi terminer. Allez-y, je vous en prie. Premier élément, c'est que nous sommes d'accord sur un certain nombre de thèses. Sur la question de la France, sur la question du fait, justement, de pouvoir dire, avant même que l'on construise une idée de la nation qui soit fermée, reconnaissons la communauté de notre humanité. C'est ça que veut dire. C'est une évidence. Non. Mais c'est dans la Bible, tous les gens viennent d'Adam. Voilà. Non, je ne vous parle pas de cette évidence-là. Je vous parle du fait que votre propos sur la nation française est un propos qui est exclusiviste. Vous êtes dans le rejet. On va en parler, je vous attends, ne vous inquiétez pas. Non, moi aussi. Allez-y, je vous en prie. Mais vous m'avez déjà trouvé, ne m'attendez pas. Donc en l'occurrence, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui concerne ce que vous avez mis en évidence par rapport à le double problème que vous avez. Vous avez un double problème, c'est d'abord la compréhension
compréhension que vous avez de la France et comment vous imaginez, vous, la nation, et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que vous monopolisez une idée de la France que vous pensez être la seule qui soit possible. Et attendez, laissez-moi terminer. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, la France, ça n'est pas votre traduction seulement. C'est une France aujourd'hui qui est plurielle au niveau des mémoires, diverse au niveau des identités, et qui doit être celle qui permet la coexistence. Ça, c'est un. Et l'autre problème que vous avez, donc vous voyez, vous avez un double problème, là, en l'occurrence, c'est la compréhension de l'islam. Et vous avez... Non, non, je ne vous psychanalyse pas, je vous déconstruis, ce qui est encore pire. Et en l'occurrence ici, en l'occurrence, c'est l'idée que vous avez de l'islam, ou l'idée, à partir du moment où on est musulman, on a un problème avec la France. C'est vous qui avez un problème avec les deux. Monsieur Ramadan, Nolo a raison, vous pouvez prendre ma place, parce que c'est exactement les deux thèmes que je comptais aborder avec vous. Donc le premier, vous dites à un moment... Vous, lorsqu'on vient me dire, vous voyez, vous, les occidentaux musulmans, il faudrait que vous vous intégriez enfin, je réponds, ça suffit, je suis chez moi, je n'ai pas à être intégré. On a compris que vous parliez, vous, pour la Suisse, et que vous parliez pour en Occident en général. Sauf que, c'est vous, je trouve, qui avez un problème. Et je vais vous expliquer très bien. Normalement, une nation, c'est pour ça que je m'en suis d'abord pris à Monsieur Morin, parce que je pense qu'une nation... Non, attendez. Normalement, il y a une nation, ça veut dire qu'il y a une solidarité nationale et qu'on se sent solidaire et que ça ne veut pas dire qu'on déteste les étrangers, qu'on leur fait la guerre. Ça veut dire que on n'a pas la même solidarité avec les nationaux qu'avec les étrangers. Et que les nationaux, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, pardonnez-moi, la France, c'est un pays qui a reposé sur l'assimilation. C'est-à-dire qu'on devenait le même. À partir du moment où il y a un autre qui est sur notre sol, qui est un étranger, il a le droit d'être l'autre et de rester l'autre, seulement il n'a pas le droit de demander les mêmes droits que le même. C'est exactement ce que vous faites. Vous nous dites, moi je veux rester l'autre, vous comprenez, j'ai une culture brillante, 1000 ans derrière moi, je veux rester l'autre. Je ne veux pas m'assimiler. Oui, c'est ce que vous dites. Quand vous dites on n'a pas à s'intégrer. C'est une lecture zémorienne de choses que je n'ai jamais dites. Pas du tout. Quand vous dites je n'ai pas à m'intégrer. Vous avez une capacité de lire avec votre esprit des choses qui n'ont jamais été dites. C'est normal, c'était pour ça. Monsieur Ramadan. Bah si, attendez. Ou alors écrivez un livre sous mon nom. Non. Quand vous dites je réponds ça suffit, il faudrait que vous vous intégriez, je suis là. Vous n'êtes pas, ça ne suffit pas. Non, vous ne pouvez pas être à la fois l'autre et le même. Écoutez. Mais non, c'est pas trop. Je suis désolé, c'est un problème fondamental. Je rappelle que les invités sont là. Bah oui, en l'occurrence, il n'y a jamais dans mon discours une question de l'autre qui est le même. Mais non, mais laissez-moi terminer. Bah non, mais parce que c'est faux. Ah, vous savez mieux que moi ce que je pense. Moi, je vous lis. Non, vous me dites que je n'ai jamais dit. Monsieur Morin. En l'occurrence, laissez-moi terminer. La première des choses, c'est que quand je dis je suis déjà intégré, je suis déjà chez moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que la citoyenneté, elle est acquise, le respect de la loi commune est acquis, et que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on applique, par exemple, la laïcité pour tous de façon égalitaire. Et que sur le plan, laissez-moi terminer, sur le plan du travail, sur le plan de voilà ce que je veux dire, et qu'aujourd'hui, l'histoire commune de la France, c'est des mémoires plurielles qu'il va falloir reconnaître. Oui, vous ne pouvez plus. Non, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que vous faites en fait un blocage sur la mémoire de Français qui sont Français autant que vous, qui sont juste immigrés de moins longue date parce que vous êtes aussi immigrés et qui ont intégré à la mémoire française, la mémoire de l'Algérie, du Maroc et autres. Et ça fait partie de la France. Ça c'est un. Donc il n'y a pas d'autre. Ça c'est la France. C'est vous qui décrivez l'autre parce que vous avez réduit la France. Deuxième élément. J'ai pas terminé. Deuxième élément qui me paraît aussi déterminant ici, c'est que quand je dis arrêtez de me dire systématiquement intégrez-vous, regardez ce qui est en train de se passer sur la terre. Je vous dis assimiler. Non, mais assimiler c'est quoi? Assimiler c'est que je fasse quoi? Je vais vous donner un exemple. Que je ne pratique plus ma religion? Pas du tout. Ou que je change mon prénom? Pas du tout. Vous aimeriez que je m'appelle Eric avec la tête que j'ai? Oui, absolument, par exemple. Mais moi aussi j'ai une tête. Mais ça c'est un argument bidon, monsieur Ramadan. Non. Moi aussi, j'ai la même tête que vous. Non, concrètement. Monsieur Ramadan, je vais vous donner un exemple concrètement. Sur le marché de l'emploi, des jeunes. Eh ben justement. S'il s'appelait François au lieu de Mohamed, il serait plus en. Je vais vous dire une chose. Que ça vous plaise. Concrètement, ils envoient leur CV. Ils arrivent, ils n'ont pas d'accent. Même ils sont au téléphone. Quand on voit même pas leur prénom, leur faciès, ça marche pas. Et vous le savez très bien. Je veux la réponse d'Edgar Morin. C'est faux, monsieur Ramadan, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le même faciès que vous, on est sémites tous les deux. Je suis désolé. À vous dire que je reprends la formule de Jaurès disant un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme et beaucoup d'internationalisme rapproche du patriotisme. Et Jaurès disait la nation est seule bien des pauvres. Citoyen du monde ne m'empêche pas d'être profondément citoyen
français. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes ascendances qui sont juives, qui sont espagnoles, qui sont italiennes, mais je suis fondamentalement français, mais j'ai plusieurs facettes dans mon identité. Alors, c'est vrai que la solidarité nationale, mais ça j'ai jamais nié, parce que vous avez caricaturé mon propos. Moi, heureusement que j'ai mes œuvres pour moi. Alors, maintenant, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une solidarité, mais nous sommes entrés dans une époque de solidarité de tout le genre humain, nous vivons les mêmes périls, les mêmes problèmes, et ce côté dont il faut rendre compte. Alors, voilà un petit peu, il faut être européen, il faut être citoyen du monde, et moi je pense que c'est ça, mais je pense que même l'Europe est une province de la planète, que la France est une province de l'Europe, mais je ne nie pas du tout ni l'État national, ni la réalité, ni la culture française. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que la France s'est constituée comme nation, elle était multiculturelle. Non. Parce qu'il y avait les Flamands, il y avait les Alsaciens, il y avait des gens des peuples qui ne parlaient pas la même langue, mais qui étaient très différents. Attendez, ils ont été francisés en cours de l'histoire. Ils ont été francisés sur 1000 ans, bah oui. Elle est une et multiculturelle. Non, elle est dans la multi-ethnique, elle est pas constitution multiculturelle. du Maroc, par exemple, le Maroc est multiculturel parce qu'il y a les Berbères, il y a les Français, ça il y c'est a les autres. multi-ethnique, vous confondez multiculturel et multi-ethnique. Du Brésil. Mais la ça n'a rien à France, voir. Écoutez, il faut comprendre que l'unité va de pair avec la diversité. Eric, on avance. C'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Messieurs, contrairement à ce que dit Zemmour, vous avez des points de désaccord. Moi, j'en ai relevé au moins, et pas des moindres. Non, mais sur la laïcité, vous ne dites pas exactement la même chose sur la laïcité. Vous tenez, Tariq Ramadan, à distinguer entre laïcité et laïcisme, et Edgar Morin n'est pas tout à fait sur la même ligne. Alors d'abord, votre définition de la laïcité. Non, oui et non, parce qu'au départ, il a exposé la laïcité, et moi, ce que j'ai mis en évidence, c'est que ce que j'aimerais, ce qu'est la laïcité du point de vue historique et du point de vue légal, c'est l'application égalitaire sans qu'une religion s'impose à l'État, et la gestion égalitaire de tous les cultes. Et ça, je le veux. Je demande à la France de l'appliquer. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que, eu égard pas simplement à cause de l'islam, à cause de la relation de l'État avec le catholicisme, à cause en l'occurrence de toute la relation qu'il y a même avec le colonialisme, c'est-à-dire cette confusion qu'il y a aujourd'hui entre l'origine arabe ou africaine et l'islam. Et ça, il faut complètement l'opposer. Edgar Morin le dit très très bien, je suis d'accord avec lui sur ce point-là, c'est d'abord des personnes, des individus, donc il ne faut pas les réduire à leur religion. Et on en est arrivé aujourd'hui sur la question de la laïcité, chez certains intellectuels, à confondre le cadre qui devait permettre le pluriel à un cadre stigmatisant qui stigmatise la religion musulmane et qui, pas seulement la religion musulmane, qui voudrait que la laïcité soit finalement une laïcité de combat qui ne veuille plus le religieux, comme si le religieux devait disparaître. Je suis pour la visibilité de tous et non pas la disparition de tous, mais dans un cadre pluriel. Et ce que je veux à l'école, ce que je veux à l'école, et on en a parlé de cela aussi dans le livre, c'est l'enseignement du fait religieux. Il est important, pourquoi? Parce que quand vous vivez en France aujourd'hui, vous rencontrez des hindous, des bouddhistes, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, des agnostiques, et vous leur dites vous êtes libres. On n'est libre que quand on a la connaissance de la diversité, et faire que cette pluralité se soit dans l'ignorance, ça crée exactement ce que crée Zemmour par son discours, des conflits. Vous avez plus un problème en fait avec votre idée de la France qu'avec... Il va vous répondre, mais d'abord Edgar Morin. Edgar Morin, sur cette question de la laïcité. La laïcité, pour moi, elle est fille de la pensée critique et interrogative